Les Français viennent de battre un nouveau record. Oh, c'est un record dont on se serait bien passé parce que c'est le record d'argent qu'il nous manque à la fin du mois pour vivre confortablement. Il y a une étude qui montre qu'il manque aujourd'hui 588 € aux Français pour vivre confortablement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, on a donc un problème actuellement de pouvoir d'achat en France. Et en fait, selon une étude, il manque 588 € aux Français tous les mois pour pouvoir vivre confortablement. 588 €. C'est quand même une sacrée somme, vous êtes d'accord avec moi. Et c'est surtout un nouveau record lié notamment à l'inflation. Il manque 588 € par mois aux Français pour vivre confortablement. Un record. Plus d'un Français sur deux s'attend à voir son pouvoir d'achat diminuer au cours des 12 prochains mois, selon une étude. Un Français sur deux s'attend à voir son pouvoir d'achat diminuer au cours des 12 prochains mois, selon une étude. Vous vous rendez compte, on a des Restos du Cœur qui livrent 30 millions de repas de plus en 2023 par rapport à 2022. Et l'année n'est pas finie. Les mois difficiles vont commencer là. Vous avez un Français sur deux qui dit qu'il s'attend à ce que son niveau de vie baisse dans les 12 prochains mois. Où va ce pays? Où va ce pays? J'ai fait une vidéo ce midi. Ce que sont en train de se demander certains députés, c'est comment on va vous prendre plus d'argent? Est-ce que l'on va augmenter les charges sur les salaires? Un Français sur deux a du mal à finir le mois, enfin, pense que sa situation financière va s'aggraver dans les 12 prochains mois, et ces gens-là sont en train de se demander comment on va vous taxer davantage, comment on va vous en prendre davantage. La grande question actuellement que se pose le ministre des Transports, c'est pas comment faire pour améliorer les transports, ça il s'en fout, c'est comment taxer l'avion. Est-ce que je taxe l'avion ou est-ce que je taxe l'aéroport? Mais foutez-nous la paix, juste. Foutez-nous la paix. Les Français sont toujours... Excusez-moi, je vais fermer ça. Hop là. Les Français sont toujours particulièrement inquiets au sujet de leur pouvoir d'achat. Ils craignent de voir diminuer dans les prochaines années, C'est ce que révèle le dernier baromètre CSA Research pour Cofidis, publié ce mercredi. Selon cette étude, réalisée chaque année, il manque 588 € par mois en moyenne aux Français pour que ces derniers puissent vivre confortablement et ne soient pas obligés de planifier leur budget au centime près. Au centime près. Cette estimation est un record depuis 12 ans. Alors que les personnes interrogées considéraient qu'il leur manquait 510 € en 2022 et 467 € en 2021. Est-ce que ça va mieux, monsieur le ministre? J'ai pas ressorti le tweet là, mais je l'ai déjà sorti 10 fois, mais on a un ministre de l'économie qui nous dit que ça va de mieux en mieux. Que son travail en économie est génial. Et que si on regarde ça autrement, c'est qu'on est pessimiste. C'est qu'on fait du French bashing, nous a-t-il dit. Il faut être fier, a-t-il dit dans son tweet. Allez sur les tweets de Bruno Le Maire, vous le retrouverez. Fin août, il nous disait ça. Fin août. Il y a un mois. Ce que nous disent les Français, eux, qui vivent tous les jours, monsieur Bruno Le Maire, qui prennent leur caddie pour aller faire des courses, monsieur Bruno Le Maire.
C'est qu'il leur manquait 467 € en 2021, 510 en 2022, 566 en 2023. Donc c'est plutôt le contraire, c'est que depuis que vous êtes là, ça s'aggrave. Vous vouliez mettre la Russie à genoux, vous avez mis les Français à genoux. Une somme de plus en plus conséquente, donc, que les Français dépenseraient principalement dans l'alimentation. Mais vous vous rendez compte? Dans les loisirs et dans l'énergie. Mais dans 64% dans l'alimentation, ça veut dire que les gens se restreignent en bouffe. En bouffe! Est-ce que c'est le signe que ça va mieux? Alors, tout n'est pas dû au gouvernement, on est d'accord. Mais j'ai déjà montré dans pas mal de vidéos que c'est beaucoup lié au gouvernement. Beaucoup. Le prix de l'énergie, par exemple. Si vous réglez le problème de l'énergie, de l'électricité, ce qui est facile, je ne vais pas rentrer dedans, l'Espagne, le Portugal l'ont fait, gna gna gna, ils sont pas sortis de l'Europe, ils l'ont fait quand même. Si vous réglez le problème de l'énergie, de l'électricité, ce qu'on a, c'est une signature en bas d'un papier, hein. Une fois que vous avez réglé ce problème-là, vous baissez les coûts de toute la production de nourriture. Les coûts de chauffage des éleveurs, les coûts d'entreposage des œufs, du lait, etc. Les coûts de l'industrie, qui sont très dépendantes des coûts de l'énergie, notamment tout ce qui est conserverie, par exemple. Pour eux, c'est l'un des points les plus importants, l'énergie, pour les conserveries, l'électricité. Vous baissez les coûts aussi des supermarchés, des hypermarchés, tous les frigos, tous les congèles qu'ils ont, marché à l'électricité. Donc vous avez profondément changé la donne du coût de la nourriture pour les Français. Et à l'inverse, quand vous supprimez, quand vous augmentez les taxes sur le carburant qu'utilisent les marins-pêcheurs ou les agriculteurs, vous augmentez fatalement le prix de la viande et le prix du poisson. C'est tellement évident, tellement évident. Et qu'est-ce que va faire le gouvernement? Il augmente les taxes des marins-pêcheurs et des agriculteurs. Et on voit déjà que la viande de porc est à un prix tellement élevé que tous ceux qui font de la charcuterie toutes les grosses industries qui font de la charcuterie sont en difficulté. Et c'est un moment où on peut arrêter les bêtises. Juste arrêter les bêtises. Donc oui, je le redis, il y a beaucoup de choses qui sont dues uniquement au gouvernement. Donc non, je suis désolé, monsieur le maire, ça ne va pas mieux. Voilà, vous avez la preuve, ça ne va pas mieux. Cette inquiétude reste très... Pardon, j'ai perdu la... De fait, 62% des Français ont l'intention de se restreindre sur leurs besoins de première nécessité, comme l'alimentation. Un tiers des Français va se restreindre sur son alimentation. Mais c'est le pays du tiers-monde, quoi, chez nous. Hein. Sur l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre moins d'électricité chez moi? Je vais me cailler l'hiver, c'est ça l'idée? Un tiers des Français? Un niveau, là encore, jamais atteint, puisque tous ces taux sont en hausse de 8 points par rapport à 2022. Ça va mieux, monsieur le maire? La France va mieux? On reste sur une situation compliquée, particulièrement contrainte pour les Français, affirme Anne-Laure Marchal, directrice associée du CSA, qui explique que le pouvoir d'achat reste la préoccupation majeure des Français. Et si pas l'écologie, Madame Borne, c'est tout en bas de l'échelle des préoccupations, l'écologie. Ça n'intéresse que des gens comme vous
qui sont arrivés tout en haut de la pyramide de Maslow. Vous savez, la pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins. Le premier besoin, c'est de se nourrir et d'être en sécurité. Puis après, vous avez tous besoins, partez des besoins vitaux, puis après, vous montez aux besoins jusqu'aux besoins de reconnaissance, etc., qui sont tout en haut. Quand vous avez passé tous ces besoins, vous avez l'écologie. Mais ça n'intéresse que nos énarques. Parce que eux, ils ont passé tous les autres besoins. Ils n'ont plus besoin de rien d'autre. Juste de se trouver un dieu. Alors ils ont trouvé Gaïa. Mais les Français, eux, ce qu'ils veulent, c'est bouffer. Vous vous rendez compte? Un Français sur 3 qui va se restreindre sur la nourriture. Un Français sur 3 qui va se restreindre sur l'énergie. C'est normal dans un pays industriel? Et si une certaine accalmie s'observe par rapport à la dernière édition de cette enquête, lorsque le pouvoir d'achat... Et je ne suis pas, excusez-moi, je ne suis pas démago, c'est-à-dire que les solutions pour arriver à ça, je les ai déjà dites 1000 fois. Hein. 1000 fois. Hein. Donc, elles existent, elles sont claires et elles existent. Et vous demandez à n'importe quel économiste spécialisé dans l'énergie, il vous dira ça aussi. Sortez du prix européen de l'énergie, revenez à ce qu'on calculait avant avec EDF. Et des pays européens l'ont fait. Espagne, Portugal. Donc je ne suis pas démagogique. Il y a d'autres trucs qui vont être plus longs, qui seront beaucoup plus longs. Supprimer les éoliennes. Arrêtez cette bêtise qui oblige, à chaque fois que vous construisez une éolienne, vous devez construire au pied de l'éolienne une centrale à gaz. C'est la réalité dite par le patron de Total, qui fait de l'éolien et qui dit « je gagne beaucoup d'argent avec l'éolien, c'est pas un problème, mais il faut être honnête, chaque fois que j'en construis une, je dois construire une centrale à gaz à côté. » Ce qui coûte beaucoup plus cher qu'une centrale nucléaire. Dans le fonctionnement continu, on est d'accord, hein, pas à la construction. Donc ça, c'est plutôt du moyen-long terme. Revenir vraiment au nucléaire, supprimer toutes ces bêtises d'éolien, de solaire, etc. On voit que de toute manière, ça ne marche pas. Regardez l'Allemagne. Donc ça, c'est du long terme. Mais sur le court terme, vous avez déjà des solutions très simples. Très simples. Et ça va faire baisser le coût de la nourriture, non seulement le coût de l'énergie pour les Français, mais en plus le coût de la nourriture. Baisser les normes. Et baisser toutes les normes débiles que vous avez mis sur les industries, les normes idiotes que vous imposez à vos agriculteurs, foutez-leur la paix. Vous allez voir qu'ils vont nous produire de la nourriture moins chère. La plupart de ces normes ne servent à rien. Hein, on voit des industries comme le DUF qui veut faire du croissant hyper haut de gamme pour le vendre à l'international dans des hôtels 5 étoiles, qui est obligé de renoncer à son usine en Bretagne, parce qu'il faut 11 ans pour épuiser tous les recours en justice des écologistes, tellement vous avez mis des normes dans n'importe quel sens. 4 ans, il faut 4 ans au Portugal pour construire l'usine. 4 ans. 11 ans en France. Vous imaginez les coûts supplémentaires quand vous êtes à 11 ans de construction au lieu de 4. Alors fatalement, derrière le produit qui sort, il coûte beaucoup plus cher à sortir en France. Et ça, c'est aussi des coûts. Alors c'est des coûts, là je cite le DUF, mais que vous retrouvez dans toute la filière, à partir de l'agriculteur, qu'on embête à cause des paies de ses vaches, à partir de l'agriculteur, jusque votre distributeur, votre Leclerc, Auchan, Carrefour. Tout le monde est embêté par des normes gigantesques qui n'existent pas forcément dans d'autres pays. Le coût de la production est plus élevé. Votre coût alimentaire devient plus élevé. Donc voilà pourquoi je m'énerve. Parce que c'est facile, à court terme, avec juste sa signature pour sortir du marché européen de l'électricité. Donc alors on ne va pas gagner des milliards, on va baisser un peu le coût pour tout le monde. Donc à court terme, c'est facile.
Et puis, on évite aussi les idioties du style la loi là, des Crozailles qui interdit de faire des super promos au supermarché. Interdit. Les gens pourraient avoir trop de choses à acheter. Donc on arrête ces lois stupides qui imposent au supermarché de vendre au prix d'achat plus 10%. Pourquoi pas juste prix d'achat? Pourquoi prix d'achat plus 10%? Est-ce que vous trouvez que les gens ont trop d'argent? Donc oui, il y a alors ça, la loi de Crozaille, elle arrive en avril. On n'a pas encore subi ça. Ça va être le deuxième tour d'inflation, ça. Donc oui, ça m'énerve parce que les solutions sont hyper simples et surtout, les coûts, les problèmes viennent de l'État. Donc ça se règle simplement à court terme, à moyen terme, à long terme. En diminuant les contraintes que l'État met et qui ne servent à rien. Peut-être à sauver 3-4 grenouilles. Une réalité directement liée à l'inflation, toujours là, estime l'experte. Les Français sont d'ailleurs 76% à déclarer que l'inflation est la principale raison de leurs difficultés en matière de pouvoir d'achat. Les hausses de prix sont principalement ressenties sur l'alimentation, 90%, l'énergie, 86%, et les transports à 72%. Résultat, de nombreux Français doivent se restreindre sur les dépenses. D'abord sur les dépenses dites non essentielles, souligne la directrice associée, avec pour conséquence moins de loisirs, moins de sorties, moins de vêtements. Pour chaque produit qu'ils achètent, les Français optimisent leur panier d'achat, avec une attention portée au prix des produits. Recherchent les prix les plus bas, par exemple, pour 60%, qui augmente par rapport à 2022. Peu d'espoir d'amélioration. Bah oui. Non, mais puisque notre ministre et notre président trouvent que tout va bien, puisqu'ils sont convaincus que tout va bien. Et ça va de mieux en mieux, nous disent-ils. Pas de raison qu'ils essaient d'améliorer la situation. Malgré ces stratégies, les Français se rendent compte qu'il faut continuer à faire des efforts, car cela ne va pas suffire, déplore Anne-Laure Marchal. Le moral de nos compatriotes est donc morose, pessimiste, même face à une situation pas réglée. Et ce, malgré quelques bons chiffres et soubresauts qui misent sur un retour de la croissance. Oui, il va y avoir un faible retour, j'en ai parlé dans une autre vidéo, l'an prochain, la Banque de France espère 0,9% de croissance. C'est minuscule. C'est minuscule. C'est pas ça qui va redonner du pouvoir d'achat aux Français. La situation est pas près de s'améliorer demain, conclut-elle enfin. Vous savez que pour que dans 10 ans votre situation s'améliore, il faut 7% de croissance par an. Pour que vous ayez deux fois plus d'argent dans 10 ans qu'aujourd'hui, il faut que la croissance soit de 7% par an. À 0,9, ça va prendre un siècle. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. En outre, cette inflation généralisée devient source de crispation, les personnes interrogées considérant les hausses de prix largement injustifiées. Selon l'étude, ce sentiment se ressent surtout sur les loyers, 85%, et sur les télécommunications, 88%. Alors, les loyers, voilà, alors, hausse de prix des loyers. Il y a deux choses. Soit vous êtes locataire, et votre loyer a augmenté de 3,5%. Vous n'avez pas changé de logement, je veux dire. Votre loyer a augmenté de 3,5%. Bon. C'est parfaitement justifié, vous avez une inflation de 7% sur les travaux. Logiquement, votre loyer aurait dû augmenter de 7%. C'est l'État qui a interdit qu'on augmente de plus de 3,5%. J'ai expliqué dans d'autres vidéos pourquoi ça va être un véritable problème. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous n'êtes pas locataire,
vous n'étiez pas locataire et vous voulez devenir locataire. Là, les logements par endroit ont augmenté de 10%. Et je vais vous dire un truc, c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui veulent devenir locataires et qu'il y a beaucoup moins de logements à louer. Et ça, j'ai expliqué pourquoi. C'est uniquement, enfin, moi, la FNAIM, maintenant tous les agents immobiliers le disent, c'est uniquement l'État. Vous avez la loi, comment ils appellent ça déjà? Une loi verte ou écologie ou un truc comme ça, qui empêche par exemple la zéro artificialisation des sols. Donc plus de construction. Plus de construction, plus de logement, hein, je suis désolé. Vous avez toutes les normes écologiques, donc sur les constructions qui peuvent se faire, parce que quand je dis plus de construction, elles ont baissé de 20% à cause de ça. Bon. Sur les constructions qui restent, vous avez de plus en plus de normes écologiques, donc le coût de l'achat est de plus en plus élevé, ce qui fait que quand on vous le loue, eh bien, le coût de la location est plus élevé. Et puis vous avez tous les DPE G+, qui ont été interdits, les G et les F qui vont être interdits bientôt. Donc, vu le coût pour améliorer leur performance énergétique, les propriétaires s'en débarrassent. Donc, moins de logements. Moins de logements à louer, plus de locataires qui veulent louer les logements. Je rappelais sur Metz, pour un logement, je vais faire la vidéo demain, pour un logement, 2 pièces, il y a eu 259 candidats. 2 pièces, 259 candidats. Le 2 pièces, vous pouvez le mettre au prix que vous voulez. Donc oui, vous avez forcément une augmentation des loyers. Parce que je suis propriétaire, j'ai un 2 pièces, il n'y a pas de locataire. J'ai un 2 pièces, je fixe le prix, mais je le mets au prix que je veux, quoi. Je trouverai un locataire, je suis tranquille. Donc forcément, vous avez une inflation. Alors on va dire, mais dans ce cas, on n'a qu'à mettre un contrôle un plafonnement des loyers. Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est une catastrophe. On a essayé le plafonnement des loyers. Alors, en France, il y a longtemps, notamment à Paris. Je ne parle pas parce que c'était première moitié du XXe siècle. Ça a été une catastrophe au point qu'on a dû arrêter ça parce qu'il y avait 30% des logements parisiens qui étaient devenus insalubres à cause de ça. Mais ça a été, vous allez me dire, non mais c'est vieux, ok. Ça a été essayé en Irlande et à Stockholm. En Irlande, il y a 750 logements disponibles sur l'ensemble de l'Irlande. Sur l'ensemble du pays. Parce que les propriétaires ne veulent plus louer. Les prix sont plafonnés, ça ne les intéresse plus, ils ne gagnent plus d'argent. Ils ont arrêté. Vous avez des files d'attente pour aller visiter les logements. On tire au sort les gens qui auront le droit de venir visiter le logement. Vous vous rendez compte où on en est? Et Stockholm a essayé la même chose. Et du coup, vous avez 2 listes, une liste privée, une liste publique. On a obligé les propriétaires à louer au maximum 5% au-dessus du prix des HLM. Liste privée, donc les propriétaires privés. Vous devez vous inscrire sur une liste si vous voulez devenir locataire. Vous avez votre logement dans 7 ans. Dans 7 ans. Liste publique, vous voulez devenir locataire, 11 ans. Voilà ce que ça donne le plafonnement des loyers. Donc non, ce n'est pas solution. Comme ce n'est pas la solution, eh bien vous avez, et qu'il y a de plus en plus de locataires, de moins en moins d'appartements à louer grâce à notre gouvernement, et principalement grâce à lui maintenant, eh bien les prix montent. Ils montent énormément. Donc les gens ont bien raison de dire que les prix montent des loyers et que ce n'est pas normal, mais c'est 100% la faute du gouvernement. Les télécommunications, je ne sais pas, il y a peut-être eu des taxes nouvelles sur les télécommunications ou juste les télécommunications qui veulent gagner plus d'argent, ça je n'ai pas la solution, je n'ai pas vu. Pas assez d'infos là-dessus. Davantage que pour d'autres postes de dépenses qui ont plus augmenté, comme l'alimentation, 74%, l'énergie, 71%, dont l'inflation reste néanmoins également mal acceptée. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos, je ne vais pas repartir là-dessus.
Contre l'inflation, les ménages comptent principalement sur l'État. Et ils ont, mais 100% tort. Quand l'État vous met dans le bazar, quand l'État est responsable du bazar dans lequel vous êtes. Mais ne comptez pas sur l'État pour vous en sortir. Mais il faut être, mais vraiment, mais réfléchissez. Ils vous ont mis dans l'ornière où vous êtes. Ils sont 100% responsables. Je viens de donner quelques exemples. Et vous, vous dites, on compte sur l'État. Mais arrêtez, mais franchement, mais ça devient du masochisme, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça devient du masochisme. Vous n'avez pas encore compris que l'État est votre problème. Ce n'est pas la solution, c'est le problème. Mais il vous faut quoi pour que vous vous en rendiez compte? Que vous dormiez sous les ponts? Mais c'est incroyable d'en être là. Et c'est pour ça qu'on ne s'en sortira pas. Vous comptez sur l'État. Vous devriez compter sur le fait que l'État devienne de moins en moins gros, s'occupe de moins en moins de choses. Il est incapable d'assurer votre sécurité dans la rue. Regardez Nantes, regardez même les émeutes qu'il y a eu. 5 jours d'émeutes en France. Il est incapable d'assurer votre sécurité dans la rue. C'est quand même la base de l'État. Il a été créé pour ça. Et vous croyez qu'il va régler votre problème de pouvoir d'achat? Mais on s'en sortira jamais, en fait. Mais jamais. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Donc, qui apparaît comme l'organe le mieux placé pour réguler les prix. Mais il n'y a pas de régulation des prix. Il ne faut On en est là parce qu'il régule les prix. Je m'explique. On en est là soit par des normes qu'il a imposées, soit parce qu'il a régulé les prix avec cette régulation des prix européens de l'électricité. En tout cas, c'est lui, il ne décide pas du prix de l'électricité, mais il décide de la manière dont on le calcule. Et il a fait n'importe quoi, comme dans tout ce qu'il touche. On en est là à cause des normes monstrueuses qu'il a mises sur la construction, des normes monstrueuses qu'il met sur les appartements et les logements. Je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas recommencer. On en est là à cause des prix de l'électricité pour la nourriture, entre autres. On en est là sur le gaz et le pétrole parce qu'il s'est fâché avec son principal fournisseur de gaz et de pétrole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patron de Total qui l'a très bien expliqué au MEDEF. J'ai fait une vidéo là-dessus. On a même voulu le faire taire et il est allé jusqu'au bout de son idée. Arrêtez, c'est l'État qui, par ses normes, par ses discussions, etc., vous a mis dans cette situation-là. Arrêtez. Arrivent ensuite les grandes entreprises telles que les industriels, les commerçants et les distributeurs. Oui, eux, ils peuvent faire de la différence. Eux, ils peuvent faire la différence, mais il faut qu'on leur lâche la grappe. Je ne sais pas si vous connaissez, Colbert arrive à Bordeaux et avise un marchand. Et il lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Et le marchand tout de suite lui répond « Laissez-nous faire. » Monsieur Colbert, foutez-nous la paix. Et on devrait y arriver. Parce que c'est notre métier d'y arriver. Pourquoi on a des problèmes aujourd'hui entre industriels et distributeurs? J'en ai parlé dans une autre vidéo. Pourquoi on a des problèmes de prix entre distributeurs et industriels? Parce que l'État français a décidé qu'il fallait discuter entre début décembre et le 1er mars. On est le seul pays au monde à faire ça. Le seul. Alors pour régler le problème, au lieu de dire on a fait une loi à la con, du coup on la supprime, non, pour régler le problème, notre ministre dit, eh bien on va avancer ça, vous allez pouvoir négocier maintenant du 1er octobre jusqu'au 1er mars.
Et vous avez tous les industriels du lait et de la charcuterie qui disent non, mais c'est pas possible pour nous, on peut pas. Le porc explose, le prix du porc explose, le prix du lait explose. Nous, on ne peut pas négocier en ce moment, il faut au moins qu'on ait la visibilité. La solution, monsieur le maire, c'est de foutre la paix aux industriels et à la grande distribution, de leur dire vous négociez toute l'année. On retire notre loi idiote qu'on est les seuls au monde à avoir. Et vous négociez toute l'année. Les grandes distributions, elles négocient. Pourquoi les prix repères bougent? Vous savez, les prix de marques distributeurs bougent plus vite. Ils baissent plus vite quand l'inflation baisse. Pourquoi? Parce que eux, ils ont le droit de négocier toute l'année. C'est-à-dire, Leclerc va voir ses usines qui fabriquent tel yaourt de sa marque distributeur et lui dit je vous en achète 14 millions. Ok, monsieur Leclerc, je peux vous les faire à tel prix. Ok, on signe. L'usine fabrique les 14 millions de yaourts. Elle les envoie dans les distributeurs Leclerc. Leclerc les vend. Quand il arrive au bout de ses ventes, il dit il m'en faut 14 millions de plus. À quel prix vous pouvez me le faire? Je peux vous le faire à ce prix-là, monsieur Leclerc. Ok, on se serre la main. 14 millions de plus. Et entre-temps, si le prix du lait a augmenté, eh bien le gars dit les 14 nouveaux millions, je vous les fais à tel prix parce que le lait a augmenté. Leclerc, lui, qui n'est pas un idiot, sait que le lait a augmenté. Il dit ok, j'ai pas le choix. Donc voilà, je le fais. Et si le lait a baissé, Leclerc peut dire non, ces 14 millions-là, le lait a baissé, donc vous allez me faire moins cher, donc je vais pouvoir les vendre moins cher. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Partout dans le monde, sauf en France. Si la majorité des personnes interrogées, 70%, considèrent que l'État, dans sa puissance régalienne, est le plus à même de lutter contre l'inflation et ses conséquences, c'est lui qui a créé l'inflation. Hein. Les gars, réfléchissez quoi. Et en plus, il a intérêt à l'inflation. Bon, il n'a pas intérêt à la révolte, mais il a intérêt à l'inflation. Parce que ça fait gonfler ça fait gonfler les impôts, donc sa rémunération, il gagne plus. Il a des beaux chiffres à vous montrer de croissance, parce que ça fait gonfler la croissance. Et en plus, ça réduit sa dette. Donc c'est hyper intéressant pour l'État, l'inflation. Alors si vous croyez que ceux qui ont créé l'inflation, qui ont intérêt à l'inflation, vont aller tuer l'inflation, moi je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, il y a un moment, pour moi, c'est trop. Voilà. Plus de 6 Français sur 10 désignent les grandes entreprises comme un acteur déterminant. Oui, là, oui, on est d'accord. Alors j'aimerais, vous, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que, comme 74% des Français quand même, vous pensez que c'est l'État qui a les clés pour nous sauver de l'inflation? Ou est-ce que vous pensez comme moi que c'est lui qui l'a créé, lui qui a intérêt à l'entretenir et que la seule chose qu'il peut faire, c'est rien. Retirer ces lois stupides. C'est tout ce qu'il peut faire. Retirer ces lois stupides. Et puis enfin, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste sur l'avenir de votre pouvoir d'achat sur les 12 prochains mois? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.